Il y a quelques mois, je dînais avec un vieil ami, appelons-le Julien. C'est un homme brillant, un ingénieur qui a consacré sa vie au réseau électrique français, ce monstre de technologie que nous tenons tous pour acquis. Le sujet est venu sur les petites coupures de l'hiver, ces fameux délestages dont on nous parlait tant. J'ai fait une remarque légère, quelque chose comme « Heureusement qu'on a évité le pire ». Julien a posé ses couverts. Il a eu un silence, un vrai silence, lourd, qui a coupé le brouhaha du restaurant. Puis il m'a regardé et a dit « Tu ne comprends pas, le pire n'a pas été évité. Il a été reporté. Et ce que vous appelez le pire n'a rien à voir avec ce qui nous attend réellement. » Il m'a expliqué que le discours public sur les coupures de 2 heures était une façade, une manière de nous habituer à l'idée de la panne, de la rendre gérable dans nos esprits. Il a appelé ça l'ingénierie de l'acceptabilité. Mais derrière cette façade, m'a-t-il dit, la véritable discussion entre experts n'est plus de savoir si un blackout total et prolongé aura lieu en France, mais quand. Il m'a parlé de la fragilité extrême de notre réseau, un géant aux pieds d'argile, tiraillé entre une production nucléaire vieillissante et des énergies renouvelables intermittentes, le tout interconnecté à une Europe elle-même au bord de la rupture. Puis sa voix a encore baissé. Le vrai secret, a-t-il murmuré, ce n'est pas la fragilité technique. Ça, c'est un secret de polichinelle pour qui veut bien regarder. Le vrai secret, c'est que cette fragilité est devenue une arme. Nos adversaires n'ont plus besoin de missiles pour nous mettre à genoux. Ils ont juste à attendre le bon moment, une vague de froid intense, une tension sociale, et à donner une pichenette au bon endroit du réseau. Une cyberattaque chirurgicale, indétectable, qui ferait passer l'effondrement pour un simple accident technique. Il a sorti un stylo et a dessiné sur une serviette en papier. Pas un schéma technique, mais une série de dominos. Le premier domino, c'est le réseau électrique. Le deuxième, c'est l'eau potable qui dépend des pompes électriques. Le troisième, les communications. Le quatrième, la logistique alimentaire. Le cinquième, les services d'urgence. Le gouvernement sait tout ça. Leurs plans de crise, les plans Orsec, ne sont pas des fictions. Ce sont des modes d'emploi pour gérer un pays qui retourne à l'âge de pierre. En rentrant chez moi cette nuit-là, chaque lampadaire me semblait être un sursis. J'ai compris que le gouvernement ne nous cachait pas une information. Il nous cachait une réalité. La réalité que notre civilisation thermo-industrielle, si puissante en apparence, est à la merci d'un interrupteur, et que quelqu'un, quelque part, a peut-être déjà le doigt dessus. Cette conversation a été le début de ma plus longue et de ma plus inquiétante enquête. Et ce que j'ai découvert dans les propres documents du gouvernement est bien pire que ce que Julien osait imaginer. Cette chronique est le fruit de cette enquête. J'ai décidé de prendre les dires de mon ami au sérieux et de plonger dans la documentation officielle que personne ne consulte jamais. J'ai lu les rapports du Sénat sur la sécurité de notre approvisionnement, j'ai décortiqué les guides de planification Orsec du ministère de l'Intérieur, j'ai analysé les recommandations de la sécurité civile. Et partout, j'ai trouvé la confirmation de ce que Julien m'avait dit. L'État se prépare en silence à un scénario d'effondrement électrique total. Un scénario bien plus long et bien plus violent que les coupures de 2 heures dont on nous parle. Ce que le gouvernement nous cache, ce n'est pas un complot. C'est un terrible aveu d'impuissance. Il nous cache l'ampleur de notre vulnérabilité et le fait que, si cette panne imminente survenait, les premières 72 heures seraient un chaos que personne n'est prêt à affronter. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des opinions. Je vais vous lire ce qui est écrit noir sur blanc dans les propres documents de ceux qui nous gouvernent. Je vais vous révéler la différence abyssale entre le discours public rassurant et la préparation glaciale qui se trame en coulisses. Nous allons, ensemble, allumer une bougie dans l'obscurité de ce secret d'État. Si vous pensez que la lucidité est la première forme de préparation, alors cette chronique est pour vous. Montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous regardez cette vidéo. Il est crucial de savoir où la lumière de la conscience doit percer. Pour comprendre le plan secret, il faut d'abord comprendre la cible. Et la cible, ce n'est pas une armée ou une ville, c'est le système nerveux de la France. J'ai passé des semaines à cartographier ce que les experts appellent nos infrastructures critiques. L'énergie, les transports, la santé, l'eau, les télécommunications. Et j'ai réalisé une chose terrifiante.
Non seulement ces systèmes sont tous devenus entièrement dépendants de l'informatique, mais ils sont aussi devenus interdépendants les uns des autres. C'est une toile d'araignée. Si un fil majeur se brise, toute la toile menace de s'effondrer. C'est cette interdépendance qui fait de la France une cible parfaite. Prenons l'exemple des transports. J'ai enquêté sur l'incident qui a touché les systèmes de billetterie de la RATP en 2023. Une perturbation mineure, nous a-t-on dit. Mais pour les experts en cybersécurité, c'était un test. Un test pour voir comment le système réagit, pour mesurer notre temps de réponse. Imaginez la même attaque, non pas sur la billetterie, mais sur les systèmes d'aiguillage des RER et des TGV, coordonnés avec une attaque sur les tours de contrôle aérien. En quelques heures, le pays serait physiquement coupé en deux, incapable de déplacer des biens, des services de secours ou des troupes. Le secteur de la santé est encore plus vulnérable. J'ai parlé à un directeur d'hôpital qui a subi une attaque par rançongiciel. Il m'a décrit des scènes de chaos, des opérations annulées, des dossiers de patients inaccessibles, un retour forcé au papier et au crayon. Maintenant, imaginez des dizaines d'hôpitaux touchés en même temps, non pas pour de l'argent, mais pour créer une crise sanitaire majeure, en pleine panne de courant. C'est le scénario que l'État anticipe lui-même, puisqu'il a adopté un plan d'action spécifique pour protéger le secteur de la santé contre les cyberattaques en janvier 2025. Cette hyperconnexion est notre talon d'Achille. Nos adversaires n'ont plus besoin de bombarder nos ponts ou nos usines. Ils peuvent les paralyser à distance. Ils ont compris que la guerre moderne n'est pas une question de destruction, mais de disruption. Le but n'est pas de raser un pays, mais de l'éteindre, de le débrancher. Et pour cela, il faut une arme capable de frapper partout en même temps, sans bruit et sans laisser de traces évidentes. J'ai alors compris que le plan secret n'était pas une invasion, mais une saturation. Une attaque conçue pour submerger notre cerveau numérique, pour le faire disjoncter. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable, car elle retourne notre plus grande force, notre modernité, contre nous-mêmes. Et cette attaque ne se contente pas de viser les machines. Elle vise aussi nos esprits. Le véritable génie du plan secret ne réside pas dans sa complexité technique, mais dans sa dimension psychologique. J'ai échangé avec un ancien analyste de la DGSE qui a accepté de me parler sous couvert d'anonymat. Il m'a dit « Une cyberattaque réussie ne se contente pas de couper l'électricité. Elle coupe les gens de la réalité. C'est ce qu'il appelle la guerre cognitive. L'objectif n'est pas seulement de paralyser, mais de semer une confusion si totale que personne ne comprend ce qui se passe, rendant toute réponse coordonnée impossible. La première étape de cette guerre cognitive, c'est le brouillard informationnel. Le plan prévoit de frapper les infrastructures de communication en même temps que le reste. Plus de télévision, plus d'internet, plus de radio. Les seules informations qui circulent alors sont celles qui passent par des canaux non officiels, des boucles de messagerie, des réseaux sociaux alternatifs. Et c'est là que le poison est injecté. Des milliers de faux messages, préparés à l'avance, sont diffusés simultanément. Certains annoncent une attaque terroriste, d'autres un accident nucléaire, d'autres encore un coup d'État. Le but de ce déluge de fausses nouvelles n'est pas de nous faire croire à une histoire en particulier, c'est de nous faire douter de tout. C'est de détruire la confiance dans le gouvernement, qui semblera incapable de donner une information claire, la confiance dans les médias, qui seront eux-mêmes perdus, la confiance dans nos voisins, qui relaieront des rumeurs contradictoires. C'est la création d'un chaos mental, qui précède et amplifie le chaos physique. La deuxième étape, c'est l'usurpation. J'ai découvert que des technologies de deepfake vocales et vidéo sont désormais si avancées qu'il est possible de créer de fausses allocutions du président de la République ou du ministre de l'Intérieur, donnant des ordres contradictoires ou alarmistes. Imaginez recevoir une alerte sur votre téléphone, avec le visage du préfet vous ordonnant d'évacuer votre ville, alors qu'une autre vidéo, tout aussi crédible, vous ordonne de vous confiner. Qui croire? La paralysie par le doute. J'ai alors compris que la cyberattaque totale n'était pas une fin en soi. C'est un outil pour déclencher une guerre civile de l'information. C'est une manière de retourner notre propre société contre elle-même. L'arme invisible n'est pas le virus informatique, c'est le doute. Une fois ce doute instillé, la société ne se bat plus contre un ennemi extérieur, elle se déchire de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que les conséquences physiques de l'attaque commencent à se faire sentir. Dans un monde, une fois le cerveau numérique de la nation neutralisé et ses habitants plongés dans la confusion, la troisième phase du plan se déclenche d'elle-même.
C'est la phase que les ingénieurs appellent l'effet de cascade. C'est le moment où la paralysie virtuelle devient une paralysie physique bien réelle. Mon enquête m'a montré que cette réaction en chaîne est d'une logique implacable et qu'elle peut se dérouler en moins de 24 heures. Le premier domino, nous l'avons vu, c'est l'électricité. Mais sa chute entraîne immédiatement celle de l'eau potable. J'ai visité une station de pompage. C'est une usine entièrement automatisée, qui dépend de l'électricité pour faire fonctionner ses pompes et ses systèmes de filtration. Sans courant, elle s'arrête. Les châteaux d'eau se vident en quelques heures. L'eau cesse de couler au robinet. C'est la première rupture avec le monde moderne. Le domino suivant, ce sont les communications. Les antennes relais de téléphonie mobile ont des batteries de secours, mais elles ne tiennent que quelques heures. Sans électricité pour les recharger, le réseau s'éteint, zone par zone. Plus de téléphone, plus d'Internet. La France se retrouve fragmentée en milliers de microzones isolées, incapables de communiquer entre elles. Les services d'urgence eux-mêmes, qui dépendent de ces réseaux, deviennent sourds et aveugles. Puis vient la paralysie logistique. J'ai suivi le trajet d'un camion de marchandises depuis le port du Havre jusqu'à un supermarché parisien. Son parcours est une symphonie numérique. Gestion des stocks informatisés, suivi GPS, paiement électronique au péage et aux stations-service. La cyberattaque totale fait taire cette symphonie. Les ports sont bloqués, les entrepôts automatisés sont à l'arrêt, les pompes à essence ne fonctionnent plus. La chaîne qui nourrit le pays est brisée. En 24 heures, les produits frais manquent. En 48 heures, les rayons commencent à se vider. J'ai alors compris que le plan secret n'avait pas besoin de détruire nos infrastructures. Il lui suffit de les désynchroniser. Notre société est comme un corps humain. L'électricité est son système nerveux. Les communications son système sanguin. La logistique son système digestif. En attaquant les trois en même temps, on ne tue pas le corps. On le plonge dans un coma. Un coma dont il est extrêmement difficile de sortir, car chaque système a besoin des autres pour redémarrer. C'est la définition de la paralysie totale. La paralysie physique et mentale de la nation n'est pas l'objectif final du plan. C'est la préparation du terrain pour le véritable coup de grâce, l'effondrement de la confiance, la rupture du contrat social. C'est la phase où la société, privée de ses repères, commence à se dévorer elle-même. Pour comprendre cette étape, je n'ai pas eu besoin de documents secrets. J'ai étudié la psychologie des foules en situation de crise. Et ce que j'y ai vu est la clé de toute la stratégie. Dans les premières heures du chaos, la plupart des gens sont sidérés. Ils attendent. Ils attendent que l'État, cette figure paternelle et toute puissante, règle le problème. Mais l'État, lui-même décapité numériquement, est silencieux. Ce silence est insupportable. Il est interprété non pas comme une difficulté technique, mais comme un abandon. C'est la première fissure dans la confiance. Le sentiment que ceux d'en haut nous ont laissé tomber. Cette fissure est ensuite élargie par la pénurie. Quand la nourriture et l'eau commencent à manquer, les règles de la civilisation s'estompent rapidement. La solidarité initiale entre voisins peut vite laisser la place à la méfiance, puis à l'hostilité. Ont-ils plus de réserve que moi? Puis-je leur faire confiance? La désinformation, qui continue de circuler via les quelques moyens encore disponibles, jette de l'huile sur le feu, montant les communautés les unes contre les autres, désignant des boucs émissaires. C'est à ce moment que les forces de l'ordre, elles-mêmes dépassées, perdent le contrôle. J'ai lu des rapports de simulation de crise qui décrivent ce point de bascule. Les pillages ne sont plus le fait de quelques délinquants, mais de familles désespérées. Les forces de l'ordre, confrontées à un dilemme impossible, protéger les biens ou gérer une crise humanitaire, se retrouvent paralysées. Chaque intervention violente est filmée, partagée et détruit un peu plus la légitimité de l'État. J'ai alors compris que le but ultime du plan secret n'était pas de vaincre la France, mais de la forcer à se vaincre elle-même, de créer une situation de chaos si extrême que la seule issue possible semble être un régime autoritaire pour restaurer l'ordre. La cyberattaque ne serait alors que le catalyseur, l'étincelle qui met le feu à une poudrière sociale déjà bien remplie. La victoire de l'attaquant n'est pas de planter son drapeau sur l'Élysée, c'est de voir la République française renoncer d'elle-même à ses principes de liberté pour survivre. Au terme de mon enquête, une dernière question me hantait. À quoi ressemble la victoire dans une telle guerre? Si le but n'est pas la conquête, alors quel est-il?
J'ai compris que la finalité du plan secret est une chose que nous avons du mal à imaginer, car elle est aux antipodes de notre conception de la puissance. La victoire, c'est le silence. Le silence d'une nation qui a cessé de compter sur la scène internationale. Imaginez la France au bout de ces 24 heures de paralysie. Même si l'électricité et les communications sont progressivement rétablies, les dégâts sont incalculables. L'économie est à genoux, la confiance dans les institutions est détruite, la société est profondément traumatisée et divisée. Le pays est tourné vers l'intérieur, obsédé par sa propre survie, par la recherche de coupables. Il n'a plus ni la volonté, ni les moyens de peser sur les affaires du monde. C'est cela, la victoire. Une France neutralisée. Une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, réduite à l'impuissance sans qu'un seul soldat étranger n'ait franchi ses frontières. C'est une défaite stratégique totale, obtenue avec un coût minimal pour l'agresseur, qui peut nier toute implication, parlant d'un effondrement interne ou d'une crise de la démocratie occidentale. C'est le crime parfait. J'ai réalisé que ce plan n'était pas seulement dirigé contre la France. C'est un modèle, un prototype de la guerre du XXIe siècle. Un avertissement envoyé à toutes les démocraties libérales, hyperconnectées et complexes. Un message qui dit « Votre modernité est votre prison. Votre liberté est votre faiblesse. Nous pouvons vous éteindre quand nous le voulons. » Cette chronique a commencé avec la peur d'une panne. Elle s'achève avec la compréhension d'une stratégie. Une stratégie qui vise à nous faire basculer d'un monde de compétition à un monde de prédation, où les nations les plus fragiles numériquement seront les proies des autres. Le plan secret n'est pas seulement un plan d'attaque, c'est un plan de réorganisation du monde. Mon voyage au cœur de notre vulnérabilité numérique s'achève ici. L'histoire que je vous ai racontée n'est pas celle d'un futur lointain, mais d'une possibilité imminente, inscrite dans la logique même de nos sociétés hyperconnectées. Le plan secret pour paralyser la France n'est pas une fiction. C'est l'application militaire d'une vérité que nous connaissons tous. Notre monde ne tient qu'à un fil. Ce que le gouvernement nous cache, ce n'est pas l'existence de cette menace, car il s'y prépare en silence. Ce qu'il nous cache, c'est que face à une attaque d'une telle ampleur, il n'y a pas de parade miracle. La seule véritable défense ne viendra pas de l'État, mais de nous, de notre capacité à développer une résilience locale, à recréer des liens de confiance avec nos voisins, à réapprendre à vivre avec moins de technologie et plus d'humanité. Ne voyez pas cette chronique comme une source d'angoisse, mais comme un appel à la lucidité. La première étape pour déjouer un plan, c'est de le comprendre. L'inexpliqué a été révélé. À nous de prouver que même dans le noir, nous sommes capables de trouver notre chemin et de ne pas nous laisser paralyser, qui a déjà perdu la tête.